Chapitre 37. La France. Un peu plus tard, Belzébuth reprit. Après l'Allemagne, mon existence sur le continent d'Europe se poursuivit pendant quelque temps parmi les êtres de la communauté nommée Italie, et après l'Italie dans cette communauté qui était devenue pour les êtres de Russie. La source nourricière de ce vice fixé au cours des derniers siècles dans le processus anormal d'existence ordinaire des êtres terrestres tricérébraux et que l'on nomme suggestibilité, autrement dit, je me fixais parmi les êtres de la communauté de France. Et maintenant, mon enfant, je veux te faire connaître les aspects spécifiques du psychisme de ces êtres tricérébraux de France, et cela d'une façon telle que tu puisses en même temps te rendre compte à quel point s'est affaiblie chez tes favoris la faculté normale de cristalliser toutes les données éthriques permettant un discernement personnel et impartial, et comment se constitue en eux, sur chaque réalité, une opinion subjective de l'essence, parfois tout à fait opposée à ce qu'elle aurait été s'ils avaient perçu directement cette même réalité au moyen d'impressions personnelles. Ce que je viens de te dire peut être parfaitement mis en lumière si nous prenons comme exemple son application aux êtres français. Le fait est qu'aujourd'hui, chez les êtres de tous les groupes du continent d'Europe, où se concentre ce qu'ils appellent leur culture, aussi bien que chez ceux de tous les autres continents, se cristallisent infailliblement dès le début de leur formation en tant qu'êtres responsables certaines données sur lesquelles se fonde leur représentation de l'individualité de ces Français, et qui engendrent en eux l'idée bien arrêtée que, de tous leurs semblables sur la planète Terre, ces Français sont, selon leur expression, les plus licencieux et les plus débauchés. Avant que je choisisse la communauté de France comme lieu d'existence permanent, s'était déjà constituée en ma propre présence une représentation analogue, car étant allé un peu partout, parmi les êtres des divers groupes peuplant la surface de ta planète, je les avais souvent entendus émettre dans la conversation une telle opinion sur les êtres français. J'avais pourtant, comme je te l'ai déjà dit, visité plus d'une fois cette communauté de France, mais je n'avais pas spécialement prêté attention lors de ces voyages aux particularités du psychisme de ces êtres, non plus qu'à l'opinion que l'on s'en faisait dans presque toutes les autres communautés de là-bas. Cette fois, je me fixai dans une de leurs villes de province. Bien entendu, ma présence s'attendait instinctivement à percevoir des impressions suscitées par les manifestations licencieuses et débauchées des êtres de l'endroit, mais je ne tardai pas à constater à ma profonde et croissante surprise que je n'aurais rien de tel à percevoir. Plus tard, lorsque je me fus mis à les fréquenter et à me lier d'amitié avec certains d'entre eux, ainsi qu'avec leurs familles, non seulement se décristallisèrent peu à peu chez moi toutes les données de cette opinion machinale, mais à leur tour vinrent se cristalliser en ma présence des données éthriques provoquant le besoin impérieux de savoir pour quelles raisons avait précisément pu se constituer, dans la présence générale des êtres d'autres communautés, une opinion si peu conforme à la réalité. Cette question m'intéressait de jour en jour davantage, parce que, existant parmi eux, je voyais clairement que loin d'être les plus débauchés et les plus immoraux, les êtres de cette communauté étaient bien au contraire les plus patriarcaux et les plus vertueux de tous les êtres tricérébraux groupés sur le continent d'Europe. Je me mis alors à faire des observations spéciales et à recueillir les renseignements voulus afin d'élucider les raisons de cette méprise de tes favoris contemporains. Tant que je demeurai dans cette ville de province, je ne pus rien élucider du tout, mais plus tard, quand je me rendis dans la capitale de ces êtres français, dès le premier jour, les principales causes de ce malentendu devinrent peu à peu claires à ma raison. Pour découvrir ces causes, je m'appuyai sur mes observations et mon jugement impartial, ainsi que sur les faits suivants. Arrivé dans la capitale nommée Paris, qui, soit dit en passant, était déjà devenue dans les cristallisations logiques nestériennes des êtres terrestres tricérébraux de tous les continents, le centre même de leur culture imaginaire, tel que l'avaient été en leur temps pour les êtres des époques passées les villes de Samlios, Kourkalaï, Babylone et autres lieux, je me rendis directement de la gare à un hôtel qui m'avait été recommandé par des amis de Berlin. La première chose que je constatai fut que le personnel de l'hôtel était entièrement composé d'étrangers, dont la plupart parlaient anglais, alors que peu de temps auparavant, comme je l'appris, tous les employés de ce même hôtel ne parlaient que russe. Le lendemain de mon arrivée en cette Samlios contemporaine, je me mis à la recherche d'un être appartenant à la communauté de Perse, qui m'avait été recommandé dans la capitale de cette communauté par l'un de mes bons amis, lui-même persan.
Mon nouvel ami persan me proposa le soir même d'aller faire un tour sur le boulevard des Capucines, comme ils disent, et de nous asseoir un moment à leur fameux Grand Café. Arrivés au Grand Café, nous prîmes place à l'une des nombreuses tables qui occupaient, comme il est d'usage à Paris, la moitié du trottoir. Comme je te l'ai déjà dit, un café, pour les êtres du continent d'Europe, tient la même place qu'un tchaï-kané pour ceux du continent d'Asie. La seule différence est que dans les tchaï-kanés du continent d'Asie, on vous sert un liquide rougeâtre, extrait d'une fleur bien connue de tous, tandis que dans les cafés du continent d'Europe, le liquide que l'on vous sert est absolument noir et personne n'en connaît l'origine, si ce n'est le propriétaire de l'établissement. Nous nous mîmes à boire le liquide noir nommé café qu'on nous avait servi. Là encore, j'ai remarqué que tous les serveurs de ce grand café, ou comme on les appelle les garçons, étaient des êtres appartenant à d'autres communautés d'Europe et pour la plupart à celles qui portent le nom d'Italie. Sache qu'en général, dans cette partie de la ville de Paris, ou mieux, dans ce Paris étranger, chaque affaire est la spécialité d'êtres appartenant à l'une ou l'autre des communautés actuelles du continent d'Europe, aussi bien que d'autres continents. Ainsi donc, nous étions attablés à ce fameux Grand Café, ou plutôt sur la rue, devant le Grand Café, et nous regardions les passants qui se promenaient en flânant sur l'autre moitié du trottoir. Parmi eux, on voyait des êtres de presque tous les pays d'Europe ainsi que d'autres continents, de préférence bien entendu de communautés dont c'était le tour d'être prospères. Cependant, dans cette foule prédominaient les êtres du continent d'Amérique. Les êtres du continent d'Amérique avaient déjà définitivement remplacé à Paris les êtres de la grande communauté de Russie depuis la mort de cette dernière. La plupart de ces flâneurs étaient des êtres de la classe dirigeante, habitués à venir fréquemment prendre l'air dans la capitale du monde, comme ils disent. Parmi eux se trouvaient également de nombreux commerçants, venus chercher à Paris ce qu'on appelle des articles de mode, et surtout de la parfumerie et des toilettes féminines. On distinguait encore, dans la multitude bigarrée qui circulait sur le boulevard des Capucines, quantité d'adolescents venus là spécialement pour étudier les danses à la mode et apprendre à confectionner des chapeaux au dernier cri. Tandis que tout en causant nous examinions cette foule hétéroclite, où les visages exprimaient la satisfaction de voir enfin se réaliser un rêve si longtemps caressé, mon nouvel ami, le jeune persan, s'écria tout à coup avec étonnement en se tournant vers moi et en me montrant du doigt un couple qui passait. « Regardez, mais regardez donc, voilà de vrais Français !» Je regardai et vis qu'en effet ce couple ressemblait énormément aux êtres français que j'avais vus dans les villes de province. Lorsque nous les eûmes perdus de vue, nous discutâmes sur les causes qui avaient bien pu amener ce couple de vrais Français dans ce quartier de leur capitale. Après diverses suppositions, nous nous arrêtâmes tous deux à l'idée que ces Français demeuraient probablement dans les faubourgs du vrai Paris et s'étaient rendus chez des parents habitant une partie de ce Paris situé juste à l'opposé pour y célébrer quelques solennités familiales. De toute évidence, ils avaient dû boire à cette solennité familiale un peu plus que de raison, et la fête finie, légèrement ivres, n'avaient pas voulu faire de détour pour rentrer chez eux et s'étaient décidés à prendre le chemin le plus direct. Et ce chemin direct passait précisément devant le Grand Café. C'était là probablement la seule raison pour laquelle ces vrais Français se trouvaient dans ce quartier de Paris. Tout en causant, nous ne cessions d'observer les allées et venues des passants, attifés à la toute dernière mode. La plupart d'entre eux exhibaient en effet les dernières créations de la mode, mais on voyait bien que leurs vêtements venaient tout juste d'être achetés, la veille ou le jour même. Et en observant de près leur visage pour voir comment ils s'accordaient à leurs vêtements, on pouvait se convaincre à coup sûr que chez eux, dans le processus ordinaire de leur existence, ils n'avaient guère les moyens de s'habiller aussi richement et de se sentir si à leur aise. Bientôt, parmi ces princes étrangers de passage, comme certains indigènes les nomment, fourmillèrent toutes sortes de professionnels des deux sexes, étrangers eux aussi, mais déjà parfaitement acclimatés à ce quartier de Paris. Mon jeune persan me proposa alors de me servir de cicérone parisien et de m'emmener dans les endroits malfamés de la ville pour y voir la débauche française. J'acceptai, et nous quittâmes le Grand Café pour nous diriger vers une maison publique située non loin de là. J'appris que le propriétaire de ce noble établissement était un juif espagnol. Dans les salons de la maison se tenaient quantité de femmes. Il y avait là des Polonaises, des Viennoises, des Juives, des Italiennes, et jusqu'à même 2 négresses. J'aurais aimé voir quel air pouvait bien avoir une vraie femme française dans ce milieu, mais j'appris par mes questions qu'il n'y avait pas une seule vraie Française dans tout l'établissement. Quittant alors cette maison publique, nous redescendîmes sur le boulevard. Tout en nous promenant, nous observions la foule disparate des flâneurs.
Nous croisions sur notre passage de nombreux êtres de sexe féminin, trahissant par des signes évidents le but de leurs recherches nocturnes sur ces boulevards. Toutes ces femmes appartenaient aux nationalités déjà énumérées et à d'autres encore. Il y avait là des Suédoises, des Anglaises, des Russes, des Espagnols, des Moldaviennes, mais pour ainsi dire pas une seule vraie Française. Bientôt, des êtres suspects de sexe masculin nous accostèrent pour nous proposer de faire avec eux quelque chose comme les grands-ducs. Je ne comprenais pas encore ce que signifiaient les grands-ducs, mais en posant diverses questions, j'appris que ces étranges mots avaient naguère à Paris, du temps où florissait la Russie monarchique, aujourd'hui défunte, un sens bien déterminé. À cette époque, les êtres de Russie qui appartenaient à la classe dirigeante aimaient beaucoup la capitale du monde et y faisaient de fréquentes visites. Or, chacun d'eux, ou presque, se faisait passer par vantardise pour un personnage titré, comte, baron, duc, mais plus souvent encore grand-duc. Et comme il ne manquait jamais de faire le tour des endroits suspects du Paris étranger, cette promenade se vit surnommée par les guides professionnels et s'appelle encore aujourd'hui la tournée des grands-ducs. Ayant pris un de ces guides, nous allâmes voir les curiosités nocturnes de cette cour-calaille contemporaine. Nous nous arrêtâmes en des antres divers, nous fûmes au café des pédérastes, puis au club des lesbiennes, puis en de nombreux autres foyers funestes, où l'on voyait toutes sortes de choses anormales, comme il s'en passe de temps à autre dans tous les principaux centres de culture de ces infortunés phénomènes tricérébraux. De visite en visite, à ces endroits suspects, nous arrivâmes enfin dans les rues du fameux Montmartre. À vrai dire, non pas de Montmartre même, mais de la partie basse du quartier ainsi nommée, où abondent de funestes boîtes de nuit de toutes sortes, d'ailleurs destinées non pas aux êtres de la communauté de France, mais exclusivement aux étrangers. Outre ces établissements malfamés, on trouve encore là-bas de nombreux restaurants de nuit, réservés eux aussi aux étrangers de passage. Ils sont ouverts jusqu'à l'aube. D'ailleurs, ce quartier-là ne s'anime en général que la nuit. Le jour, tout y est presque mort, et l'on n'y voit jamais personne. Presque tous les restaurants possèdent ici ce qu'on appelle une estrade sur laquelle sont représentées diverses scènes extraordinaires, se passant soi-disant parmi des êtres existants dans d'autres contrées de la surface de cette planète. On y montre la danse du ventre des êtres africains, les caucasiens avec leur danse au poignard, les mulâtres avec leurs serpents, bref, tout ce qui, pendant la saison, est regardé comme l'attraction à la mode. Mais tout ce qu'ils montrent là, dans leur théâtre montmartrois, comme se passant chez les êtres de leurs semblables qui peuplent d'autres continents de leur planète, n'a en tout cas rien de commun avec ce que j'ai vu de mes propres yeux, sur les lieux mêmes, moi qui suis allé partout, et qui ai toujours pris un vif intérêt à regarder et étudier toutes les manifestations spécifiques des êtres de chaque pays. À Montmartre se sont récemment ouverts un grand nombre de restaurants russes spéciaux. Or, les artistes ou acteurs qui se produisent dans ces restaurants russes spéciaux, comme dans presque tous les autres restaurants, sont précisément des êtres de la grande communauté de Russie, et même pour la plupart des êtres de l'ancienne classe dirigeante. Il est intéressant de remarquer à ce propos que les pères et grands-pères des artistes ou acteurs de ces théâtres-restaurants actuels mortifiaient et outrageaient naguère dans ces mêmes établissements avec leur argent qu'ils devaient à la sueur de leurs paysans, la dignité individuelle d'êtres d'autres communautés. Aujourd'hui, leurs enfants et petits-enfants s'humilient à leur tour pour la satisfaction des caprices asnamoussiens de nouveaux êtres cousus d'argent venus d'autres communautés. Pour définir cet état de choses, notre cher Moullah Nasser Eddin a cette fois encore une sentence fort sage. Il dit « Si le papa aime à danser au son du violon, son fils en sera sûrement réduit à jouer de la grosse caisse. » J'étais assis dans un de ces restaurants avec mon jeune ami persan, lorsque celui-ci fut appelé par d'autres persans de sa connaissance, et je restai seul à table, avec le champagne qu'il est obligatoire de consommer la nuit dans les restaurants de Montmartre. À ce moment, Belzébuth soupira profondément, puis, comme à contre-cœur, reprit son récit. Voici qu'en te racontant cette soirée passée parmi des êtres tricérébraux actuels de là-bas, dans un restaurant de Montmartre, la sensation étrique, sapitnitimienne, que j'éprouvais alors, ressuscite involontairement en moi. Et les souvenirs que j'ai en ce moment même de toute cette expérience s'associent avec tant d'intensité et d'insistance dans les trois parties spiritualisées de ma présence générale, qu'ils me contraignent à m'écarter de notre thème, afin de partager avec toi les tristes et pénibles réflexions auxquelles m'amena ma solitude
dans cet épouvantable milieu montmartrois après le départ de mon jeune Cicérone persan. Le fait est que, pour la seconde fois de mon existence, s'effectua alors en mon être ce processus de sensation éthrique sarpitimienne qui avait engendré jadis en ma présence générale un sentiment de révolte devant les affligeants résultats objectifs qui survinrent et surviendront peut-être encore sur la planète Terre, ou même dans tout notre grand univers, du seul fait de l'imprévoyance de nos très hauts et très saints individuums cosmiques. Et cette fois-ci, mon pensée éthrique se mit à associer dans l'ordre suivant. Comment ont-ils pu ne pas prévoir dans leur calcul du mouvement harmonique des concentrations cosmiques que la comète Kondour et cette infortunée planète Terre entreraient en collision? Si ceux qui auraient dû le faire avaient prévu la chose, aucun des malheurs qui suivirent et qui découlèrent les uns des autres ne serait arrivé, et il n'aurait pas été nécessaire d'implanter dans la présence des premiers êtres tricérébraux de cette malencontreuse planète le funeste organe Kundabuffer qui fut à l'origine de tant de terribles et affligeants résultats. Il est vrai que par la suite, ce funeste organe, ayant cessé d'être nécessaire, fut détruit, mais cette fois, non plus, ils ne prévinrent pas qu'en détruisant l'organe, ils ne supprimeraient pas par là même la possibilité que les conséquences de ses propriétés ne se cristallisent aisément dans la présence des êtres des générations suivantes, en raison du mode d'existence qui leur est propre. En d'autres termes, ils ne prévirent pas, cette fois non plus, que s'il était possible de détruire cet organe, la loi cosmique fondamentale d'Epta Paraparchinok a fait que ces Mdel-In n'en demeuraient pas moins la même quant au processus évolutif pour les êtres tricérébraux de la planète Terre, comme pour tout ce qui existe dans l'univers. Et c'est plus particulièrement à cette seconde imprévoyance presque criminelle qu'est due la terrible situation où se trouvent les êtres tricérébraux d'ici, en ce sens que d'une part leur présence générale comporte, comme celle de tous les êtres tricérébraux dans notre grand univers, toutes les possibilités requises pour le revêtement des corps éthriques supérieurs, et que d'autre part il leur est presque impossible, en raison de la cristallisation qui leur est devenue innée, des diverses conséquences des propriétés de l'organe Kundabuffer, de pousser jusqu'au degré voulu le perfectionnement de ces parties supérieures sacrées qui se revêtent en eux. Or, puisque, selon les lois cosmiques fondamentales, des formations telles que les parties éthriques supérieures qui se revêtent dans la présence des êtres tricérébraux ne sont pas sujettes à décomposition sur les planètes, et que par contre le corps planétaire des êtres ne peut exister éternellement et doit inévitablement subir en son temps le processus de rasquarno sacré, les infortunés corps éthriques supérieurs des êtres terrestres tricérébraux sont réduits à languir éternellement en des revêtements planétaires extérieurs de toutes sortes. Or donc mon enfant, assis tout seul dans ce restaurant de Montmartre, et regardant autour de moi, je continuais à réfléchir. Combien de siècles ont passé depuis que j'ai commencé à observer l'existence des êtres tricérébraux de cette malheureuse planète? Au cours de ces longs siècles, un grand nombre d'individuums sacrés leur ont été envoyés d'en haut, avec la mission spéciale de les aider à se libérer des conséquences des propriétés de l'organe Kundabuffer, et cependant rien n'a changé ici, et le processus d'existence éthrique ordinaire est resté tel qu'il était autrefois. Pendant tout ce temps-là, aucune différence n'est apparue chez les êtres tricérébraux de cette planète. Ceux qui existaient il y a près de 100 siècles étaient pareils aux contemporains que j'ai là devant moi. Les êtres assis dans ce restaurant de Montmartre ne sont-ils pas les mêmes et ne se comportent-ils pas d'une manière aussi indigne que les êtres de la ville de Samlios, sur le continent Atlantide, ville qui était considérée par tous les êtres tricérébraux du temps comme la source et le lieu de concentration des résultats acquis dans le sens du perfectionnement de la raison, ou comme leur principal centre de culture, dirait-on aujourd'hui, et où j'allais parfois m'asseoir dans leur restaurant d'alors appelé Sakroupiakis, avec les viveurs de ce temps-là. Après le désastre de l'Atlantide, de nombreux siècles s'écoulèrent. Les êtres tricérébraux se multiplièrent considérablement. Leur centre de culture principal se trouvait alors sur le continent de Grabondze, qui porte aujourd'hui le nom d'Afrique. De nombreux siècles passèrent encore. Leur centre de culture devint ensuite la ville de Kourkalaï, sur le continent d'Asie, dans le pays nommé Tikliamouich. Il m'arrivait aussi en ce temps-là de m'asseoir avec eux dans leur cale tannée, qui était l'équivalent de leur restaurant actuel. N'y ai-je pas été témoin de scènes de ce genre? Là-bas, en face de moi, ce gros monsieur avec une énorme excroissance sur le cou, qui est assis avec deux filles des rues. Si on l'habillait d'un costume kaffirien,
ne serait-il pas la copie exacte de ce personnage que je vis jadis dans un cas altané de la ville de Kourkalaï? Ou bien là, à ma gauche, à cette autre table, ce jeune homme qui dénonce avec conviction d'une voix criarde à ses compagnons de bouteille la raison des désordres qui viennent d'éclater dans une communauté quelconque, si on le coiffait d'un chambarkadak, ne ressemblerait-il pas d'une façon frappante à ce qu'on appelait alors un vrai client des montagnes? Et cet autre, de haute taille, qui joue au grand seigneur, trônant tout seul dans son coin, et qui de temps en temps fait de l'œil à une dame assise auprès de son mari à la table voisine, n'est-il pas un vrai Verunkietz? Et les garçons qui servent les clients, tels des chiens la queue basse entre les jambes, ne dirait-on point des esclaves Asclaïs? Après Tikli Amwish, quelques siècles s'écoulèrent encore, et je me retrouvais dans leur majestueuse ville de Babylone. N'en allait-il pas exactement de même? Et les êtres tricérébraux de la ville de Babylone n'étaient-ils point ces mêmes Asclaïs, Caphiriens, Vénusiès, Clients et autres? Seuls avaient changé leur costume et le nom de leur nationalité. Du temps de Babylone, ils étaient appelés Assyriens, Persans, Sikitians, Aravians, et autres noms se terminant tous en yan ou en yin. Oui, et après tant de siècles me voilà de nouveau dans ce qui est aujourd'hui leur centre de culture, la ville de Paris. Et c'est toujours la même chose, des cris, du bruit, des rires, des injures, comme à Babylone, comme à Kourkalaï, et même à Samlios, leur premier centre de culture. Les êtres actuels ne s'assemblent-ils pas pour passer le temps d'une manière indigne d'êtres tricentriques, comme l'ont fait les êtres de toutes les périodes passées sur cette infortunée planète? Pendant tout le temps où j'ai observé ces malheureux, non seulement des peuples entiers et de nombreux centres de culture disparurent sans laisser de traces, mais les terres mêmes sur lesquelles ils existaient furent totalement modifiées, ou disparurent elles aussi de la face de cette infortunée planète, comme il advint du continent Atlantide. Après Samlios, ils établirent leur nouveau centre sur le continent de Grabonzé. Là encore, les peuples ne s'éteignirent-ils pas de la même façon? Et si le continent lui-même ne fut pas englouti, l'emplacement du centre fut si bien recouvert par les sables qu'il n'y reste plus aujourd'hui qu'un désert, connu sous le nom de Sahara. De nouveau les siècles passèrent, leur centre se constitua à Tikli Amwish. Qu'en reste-t-il, si ce n'est le désert nommé de nos jours les sables noirs? Peut-être quelque peuple jadis célèbre fut-il alors épargné, mais aujourd'hui, à sa 1000e génération, il végète quelque part dans la plus complète nullité, non loin de l'endroit qu'il habitait autrefois. Les siècles succédèrent aux siècles. Je vis leur centre de Babylone. Qu'en est-il demeuré de cette réellement grande Babylone? Une poignée de pierres sur l'emplacement de la ville. Et quant au grand peuple d'autrefois, il n'en reste plus que quelques survivants, considérés par leurs contemporains comme tout à fait insignifiants. Et qu'adviendra-t-il de leur centre de culture actuel, de la ville de Paris, et des peuples aujourd'hui puissants qui gravitent autour d'elle, tels que Français, Allemands, Anglais, Hollandais, Italiens, Américains, et ainsi de suite? Les siècles à venir le montreront. En attendant, une seule chose est sûre, ces malheureux germes de corps étriques supérieurs, qui étaient apparus et qui apparaissent encore en certains êtres terrestres tricérébraux, sont condamnés, comme je te l'ai déjà dit, à languir et languir dans la présence de formations anormales de toutes sortes, formations qu'il est devenu propre à cette infortunée planète Terre d'élaborer, en raison des conséquences non conformes aux lois dues à l'imprévoyance de certains de nos très grands et très saints individuums cosmiques. J'étais encore absorbé dans ces réflexions, si tristes pour mon essence, lorsque revint mon nouvel ami, le jeune Persan. Au bout de quelque temps, cet endroit devenant par trop bruyant et étouffant, nous décidâmes de le quitter pour un autre restaurant de Montmartre. Mais comme nous nous levions pour partir, les êtres du petit groupe assis à la table voisine, nous ayant entendu discuter de l'endroit où nous voulions nous rendre, nous adressèrent la parole, nous invitant à nous asseoir quelques instants à leur table, avant de repartir avec eux vers le nouveau restaurant. Ils nous prièrent seulement d'attendre un de leurs amis. Nos nouvelles connaissances étaient des êtres du continent d'Amérique. Bien que l'ambiance fût de moins en moins agréable, et que le tumulte des voix ivres s'accrût, nous acceptâmes tout d'abord d'attendre leurs camarades. Mais un scandale ayant éclaté dans un des recoins du restaurant, nous sortîmes aussitôt sans ces Américains. Le scandale dont je viens de parler avait éclaté parce qu'un être venait de lancer à la tête de ses convives une bouteille de champagne, et cela tout bonnement parce que celui-ci refusait de boire à la santé du Premier ministre d'un gouvernement quelconque, mais voulait à tout prix boire à la santé du sultan de Tougourt. L'un des Américains, qui ne voulait pas, lui non plus, attendre davantage, nous accompagna au nouveau restaurant.
À le connaître de plus près, cet être tricérébral nous apparut fort gai, observateur et volubile. Tout le long du chemin, puis au nouveau restaurant, il ne cessa de parler et de nous faire rire. Il nous amusait surtout par ses remarques habiles et pénétrantes sur les dehors comiques des passants et des clients du restaurant. En l'interrogeant, j'appris que cet Américain était propriétaire à Paris d'une grande école de danse moderne. D'après tout ce qu'il me dit de son affaire, je compris que les élèves de son école étaient exclusivement des Américains, qui venaient avant tout y apprendre la nouvelle danse favorite, le foxtrot. Je compris aussi que ce foxtrot était d'origine purement américaine et que c'était surtout en Amérique qu'il faisait fureur. Aussi, tandis que nous choisissions ensemble une nouvelle marque de champagne, ce joyeux Américain ayant un instant cessé son bavardage, je lui demandai « Dites-moi, je vous prie, cher mister, pourquoi dans ces conditions n'avez-vous pas fait votre école chez vous, en Amérique, au lieu de la faire ici dans la ville de Paris, si loin de votre patrie et du lieu d'origine de ce bienfaisant foxtrot ?»« Comment, comment » s'exclama-t-il sur un ton de surprise sincère. « Apprenez que j'ai une grande famille. Si j'avais fait mon école dans ma patrie, non seulement tous les miens mourraient de faim, mais je n'en tirerais pas même de quoi louer quelque humide local new-yorkais pour nous abriter en cas de mauvais temps des vents glacés de là-bas. Ici, au contraire, dans la ville de Paris, que notre créateur en soit loué, il y a autant d'amateurs que l'on veut pour apprendre ce foxtrot et pour payer sans marchander. » « Je ne comprends pas, interrompis-je. Vous dites que vos élèves se recrutent exclusivement parmi vos compatriotes de passage, et en même temps que là-bas personne n'aurait fréquenté votre école. Comment le comprendre ? » « Justement, c'est toute l'astuce, répondit cet honorable Américain. Elle tient à l'un de ces minuscules et innombrables rouages psychologiques dont l'ensemble constitue la sottise de mes compatriotes. Le fait est que mon école se trouve à Paris, ou, comme ils le disent chez nous en Amérique, les gens d'esprit, dans la Babylone contemporaine. Et cette Babylone contemporaine jouit, parmi nos Américains, d'une si grande popularité que chacun d'eux considère comme une obligation de visiter cette capitale du monde. Tout Américain, tant soit peu fortuné, doit absolument s'y rendre. À propos, savez-vous que chez nous, en Amérique, faire fortune n'est pas chose si facile ? Il faut être en Europe pour penser qu'en Amérique, les dollars traînent dans les rues. En fait, pour ceux qui vivent là-bas, ces dollars, je le répète, ne sont fichtrement pas faciles à se procurer. Chaque cent se gagne à grand-peine, au prix d'un labeur physique personnel. Chez nous, en Amérique, on ne paie pas, comme en certains pays d'Europe, pour la célébrité, la renommée, le talent et autres valeurs éphémères. Par exemple, ici, en Europe, si un artiste quelconque peint une fois par hasard un bon tableau et devient célèbre plus tard, quelles que soient les coûts qu'il exécute, le public les achètera toujours, pour la seule raison que ce sont là des œuvres signées du fameux artiste un tel. À cet égard, en Amérique, il en va tout autrement. Là-bas, tout se fait au comptant, et tout travail ne se mesure qu'au poids et au mètre. Le nom, le talent, le génie, ces marchandises ne valent pas cher chez nous. Aussi les dollars coûtent-ils des efforts pénibles aux Américains. Mais pour mon bonheur, nos Américains ont certaines faiblesses et dans le nombre la passion d'aller voir l'Europe. Pour satisfaire cette passion, chacun d'eux va jusqu'à se priver de l'indispensable, économisant peu à peu les dollars qu'ils gagnent à grand-peine, afin de s'assurer la possibilité d'aller en Europe, et cela va sans dire dans la capitale du monde, Paris. C'est pourquoi les rues ici sont pavées d'Américains, comme on dit. Et comme nos Américains ont encore une autre faiblesse, développée à outrance, qui est la vanité, ils se sentent flattés si l'on dit qu'ils ont appris le foxtrot, non pas n'importe où, à Boston ou à Philadelphie, mais à Paris même, d'où sortent toutes les nouveautés pour la terre entière. Et comme le foxtrot est une nouveauté, le foxtrot parisien sera pour eux le dernier mot de la civilisation. C'est ainsi que, grâce à ces deux ferments de nos compatriotes, moi qui ne suis qu'un pauvre maître de danse, j'ai toujours ici un nombre suffisant d'Américains qui me paient bien. Il est vrai qu'ils me paient en francs et non pas en dollars, mais il faut bien que les agents de change gagnent à leur tour quelque chose. Eux aussi ont de la famille. Après cette explication, je lui demandai encore. Dites-moi, je vous prie, mon cher mystère, se peut-il que vos compatriotes ne viennent à Paris et n'y restent si longtemps que pour apprendre votre foxtrot ? Pourquoi seulement pour le foxtrot ? Répliqua-t-il. Pendant ce temps-là, ils visitent aussi la ville de Paris et ses environs. Parfois même, ils vont assez loin. Bref, ils en profitent pour étudier l'Europe. Ils visitent et étudient l'Europe afin de parfaire leur éducation et leur instruction, comme on dit chez moi. Mais entre nous, c'est là une de ces phrases que répètent comme des perroquets ceux des nôtres qui veulent se faire passer pour de vrais Anglais.
En réalité, ils ne vont voir Paris et l'Europe, encore une fois, que pour satisfaire leur vanité. Ils ne voyagent pas pour acquérir plus de savoir et d'informations, mais à seule fin de pouvoir dire bien haut, plus tard, en conversant avec leurs amis et connaissances, « Je suis allé en Europe et j'y ai vu ça, et ça, et ça. » Mais savez-vous comment mes chers compatriotes visitent et étudient l'Europe? Non. Alors écoutez. Ici en Europe, chaque grande ville possède une succursale d'un établissement du nom de Cook & Son, qui répond fort bien à cette sorte de besoin. Bien entendu, il existe aussi une de ces succursales à Paris. Ainsi donc, mes chers compatriotes s'assemblent par groupes de quelques dizaines, tel un troupeau de moutons, et toute cette compagnie de touristes s'assied dans un énorme car Cook, comme on l'appelle, et s'en va, où l'on veut bien l'emmener. Dans ce car Cook, outre le chauffeur, se trouve encore un type Cook tout ensommeillé. Pendant les déplacements de ce fameux car Cook, ce type ensommeillé d'une voix faible débite de temps à autre des noms d'endroits appris par cœur, d'après un itinéraire composé par Cook lui-même, ainsi que les noms de diverses curiosités historiques et non historiques de Paris et de ses environs. Ces types ensommeillés parlent d'une voix très faible, et ont l'air à moitié poitrinaire parce qu'ils sont toujours éreintés et ne dorment jamais assez, sans doute pour cette raison que la plupart d'entre eux, en plus de leur emploi chez Cook & Son, travaillent de nuit avec acharnement pour pouvoir faire vivre leur famille, ce à quoi la paix insignifiante de Cook & Son ne saurait suffire, car faire vivre une famille n'est pas une chose facile, et surtout à Paris. Mais que ces types ensommeillés aient la voix faible, qu'importe à nos Américains. Ne leur est-ce pas bien égal ce que marmonnent ces types ensommeillés, et de quelle voix ils le marmonnent? Si vous croyez que mes chers compatriotes assis dans ce car Cook se rendent compte de quoi que ce soit, et se souviendront des sites qu'ils ont vus, vous vous trompez joliment. Qu'est-ce que cela peut bien leur faire, ce qu'ils ont vu, et ce que tout cela signifiait? Ils n'ont besoin que du fait d'avoir été à tel endroit, et d'avoir tout vu dans les grandes lignes. Ils s'en contentent pleinement, attendu que plus tard, dans la conversation, chacun d'eux pourra dire hardiment et la conscience tranquille qu'il est allé lui aussi là et là et là. Et tous les autres Américains penseront que celui qui parle n'est pas de la crotte de bique, mais qu'il a bel et bien été en Europe et n'a manqué aucune des curiosités que toute personne cultivée se doit d'avoir vues. Eh, mon cher monsieur, vous croyez peut-être que je suis le seul à vivre de la sottise de mes compatriotes? Que suis-je après tout? Pas grand-chose. Un petit professeur de danse. Mais avez-vous remarqué au premier restaurant le gros mystère qui était assis avec moi? Celui-là, oui, c'est un vrai requin, tel qu'il s'en est beaucoup répandu chez nous en Amérique, surtout ces derniers temps. Ce gros mister est un juif anglais américanisé. C'est l'un des principaux associés d'une firme américaine bien connue. Cette firme a des succursales dans de nombreuses villes d'Amérique et d'Europe, et le gros mister en question a rempli précisément les fonctions de directeur de la succursale de Paris. Cette société qui se remplit les poches en spéculant sur la sottise de ses compatriotes le fait malheureusement cette fois avec un peu trop de filouterie. Voici comment ils cuisinent leur affaire. La succursale parisienne de cette firme, lancée par une publicité à l'américaine, s'est fait connaître un peu partout de mes compatriotes. Bon nombre d'entre eux, poussés là encore par leur vanité et par d'autres faiblesses qui, soit dit en passant, leur sont bien particulières, commandent régulièrement leurs toilettes à la succursale d'ici, et cette succursale leur envoie de la capitale du monde de véritables modèles de Paris. Et cela se passe en tout bien, tout honneur, conformément à toutes les lois du commerce moderne, à base d'arithmétique grecque et de haute stratégie comptable. Quant à l'aspect le plus intime du commerce de cette sérieuse firme, fondée par divers requins de chez nous, il faut voir comme ces requins les roulent tous pour combler leurs grandes poches. Ainsi, quand la succursale de Paris reçoit de première main une commande d'une de ses clientes américaines, cette commande est directement envoyée à la succursale allemande. En Allemagne, où la marchandise et le travail reviennent beaucoup moins cher qu'en France, la dite succursale exécute bien doucement et bien tranquillement cette commande, selon toutes les exigences de la mode de Paris. Après quoi, on colle gentiment sur la marchandise l'étiquette de Paris et on l'expédie par mer via Hambourg directement à la succursale de New York qui la livre à sa cliente. Et celle-ci se réjouit et s'enorgueillit de pouvoir porter le lendemain, non pas n'importe quoi, mais une vraie toilette faite à Paris à la toute dernière mode. Ce qu'il y a de plus intéressant dans l'histoire, c'est que personne n'est lésé dans les affaires de commission de cette firme. Bien au contraire, tout y est combiné au mieux pour la facilité et le profit de chacun.
Même les Français, ces hôtes de la capitale du monde, gagnent quelque chose à ce commerce, mais à vrai dire, pour autant seulement qu'ils tirent profit des timbres-poste que la succursale de Paris est bien obligée de coller sur sa correspondance. Comme vous le voyez, tout le monde est content, tout le monde est satisfait et même comblé, et qui plus est, se trouve ainsi justifié un axiome économico-politique, d'ailleurs contesté, selon lequel, sans échanges internationaux, les États ne sauraient exister. Et que suis-je à côté d'eux? Rien qu'un pauvre petit professeur de danse. Ce joyeux Américain voulait encore dire quelque chose, mais au même moment un vacarme épouvantable éclata dans la salle voisine, d'où nous parvenaient des voix affolées d'hommes et de femmes. Nous nous levâmes pour sortir, et c'est dehors seulement que nous apprîmes qu'un être de sexe féminin, d'une communauté portant le nom d'Espagne, avait jeté du vitriol au passage d'un autre être de sexe féminin, d'une communauté nommée Belgique, pour cette raison que la seconde avait fait don d'un porte-cigarette où étaient gravés ces mots: « Toujours à votre service, à un être de sexe masculin de la communauté de Géorgie, dont l'existence parisienne avait été jusqu'à ce jour soutenue par la première. » Lorsque nous arrivâmes dans la rue, il était déjà très tard, le jour commençait à poindre. Nous prîmes congé de cet amusant Américain pour regagner notre hôtel. Sur le chemin du retour, je réfléchissais à tout ce que j'avais vu et entendu dans ce fameux Montmartre, et je compris alors fort bien pourquoi et comment s'était formée chez les êtres appartenant à d'autres communautés une opinion si peu conforme à la réalité sur les êtres de la communauté de France. Grâce à tout ce que j'avais vu et entendu cette nuit-là, il me devint clair que les êtres des autres communautés, dès qu'ils arrivent en France, vont tout droit dans ce quartier de Paris et autres lieux semblables, où tout, sans exception, est organisé et aménagé, spécialement à leur intention, par des étrangers comme eux, mais qui sont installés en France depuis longtemps et parlent par conséquent la langue du pays beaucoup mieux qu'eux. Et comme la faculté de discernement étrique est généralement atrophiée chez les êtres actuels et qu'ils n'ont aucune largeur de vue, comme on dit, ils prennent et regardent tout cela comme français, et plus tard, lorsqu'ils retournent dans leur communauté, ils racontent à leurs compatriotes ce qu'ils ont vu, entendu et éprouvé dans ce quartier de Paris, comme si tout cela était purement français et que seuls des Français y avaient été mêlés. C'est ainsi que se forme peu à peu à leur égard, chez les autres êtres, une opinion ne répondant en rien à la réalité. D'ailleurs, cette opinion, qui s'est formée sur les êtres de la communauté de France, dans l'étrange conscient des êtres des autres communautés, a une cause plus profonde encore, et qui se base sur l'une des singularités de leur psychisme général. Cette singularité, ils la doivent, une fois de plus, à la funeste coutume qu'ils ont imaginée sous le nom d'éducation. Le fait est que là-bas, dès le premier instant de leur venue au monde, tandis que la nature continue à développer en eux le germe originel d'un futur être tricérébral responsable, leurs parents se mettent à y faire obstacle avec leur funeste éducation. Bien mieux, en raison de cette pernicieuse coutume d'éduquer, ils saturent et farcissent d'idées éphémères et fantastiques de toutes sortes les concentrations spetsitualitiviennes, ou comme il leur a dit, les cerveaux de leurs nouveau-nés. Ces localisations, qui sont généralement destinées à la perception et à la conservation de toutes les impressions et de tous les résultats d'une prise de connaissance étrique consciente, sont, chez les nouveau-nés, absolument vierges et impressionnables au plus haut degré. Le plus grand malheur pour tes favoris est que ce funeste processus se poursuit chez la plupart d'entre eux, presque jusqu'à l'âge où ils devraient devenir des êtres responsables. D'où cette singularité de leur psychisme qui consiste, d'une part, en ce que presque toutes leurs fonctions, destinées à des manifestations étriques actives, s'adaptent peu à peu à ne répondre qu'à l'ensemble de ces idées mensongères et fantastiques, et d'autre part en ce que la présence de chacun d'eux s'habitue graduellement à percevoir toutes les nouvelles impressions sans aucune participation de ces facteurs étriques dont la nature gratifie les êtres en vue de perceptions nouvelles, c'est-à-dire à ne les percevoir qu'à travers ces idées fantastiques et mensongères qui leur ont été inculquées. Les êtres tricérébraux de là-bas perdent finalement jusqu'au besoin de saisir dans leur entier les choses qu'ils voient et entendent pour la première fois. Elles ne sont plus pour eux que des impulsions déclenchant des associations à base d'informations correspondantes, antérieurement implantées en leur présence. Aussi, lorsque tes favoris actuels deviennent des êtres responsables,
tout ce qu'ils voient et entendent pour la première fois se perçoit-il automatiquement, tout seul, sans aucun effort, quel qu'il soit, venant de l'essence de leur fonction, et ne provoque-t-il pas en eux le moindre besoin éthrique de sentir et de comprendre dans son intégralité tout phénomène se déroulant en eux ou en dehors d'eux. Bref, ils se contentent de ce qui leur a été un jour inculqué par quelqu'un, consciemment ou inconsciemment. J'espère, mon enfant, qu'après tout ce que je viens de te dire, tu comprendras de toi-même pourquoi, chez les êtres tricérébraux appartenant à d'autres communautés de ta planète, se sont cristallisés à l'égard des êtres de ce groupe distinct qui existe sous le nom de France, les données d'une opinion si peu conforme à la réalité. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment un grand malheur pour les êtres ordinaires de cette France que les êtres tricérébraux contemporains appartenant à d'autres groupes aient élu pour leur manifestation culturelle la capitale de cette communauté. Quant à moi, je plains de toute mon essence les êtres ordinaires de cette communauté de ce que l'un des quartiers de leur capitale soit devenu le centre de culture contemporaine de toute la planète. Il est même tout simplement surprenant qu'en dépit des conditions d'existence ordinaires, déjà tout à fait anormales des êtres de la communauté de France, puisque pour leur malchance leur capitale fut et reste considérée comme le principal centre de culture contemporain de toute cette infortunée planète, la plupart d'entre eux aient pu conserver intactes en leur présence, si inconsciemment que ce soit, les données requises pour les deux impulsions éthriques sur lesquelles se fonde la morale objective et qui portent les noms de patriarcalité ou amour de la famille et de pudeur organique. Cependant, comme depuis longtemps affluent de toutes parts vers ce centre de culture des êtres définitivement voués au Dieu perfide qui règne déjà en maître absolu sur la présence de chacun d'eux, Dieu perfide qui est en effet devenu leur idéal, et que l'on pourrait fort bien définir comme suit. Parvenir à s'affranchir de tout besoin d'effort éthrique et de toute inquiétude de l'essence, à quelque sujet que ce soit. Ces êtres, une fois en France, ne peuvent pas ne pas exercer consciemment ou inconsciemment une influence néfaste sur les êtres de cette communauté. Tu comprendras fort bien, mon enfant, à quel point il est regrettable pour les êtres ordinaires de la communauté de France que le principal centre de culture contemporain soit situé chez eux, si je t'informe de l'une des conséquences que ce fait a entraîné pour eux. J'en ai moi-même pris connaissance par les renseignements contenus dans l'un des derniers hétérogrammes qui m'ont été adressés au sujet des êtres tricentriques de ta planète. Sache avant tout que ces êtres entièrement adonnés à leur perfide Dieu intérieur, lorsqu'ils affluent de toutes parts en l'un de ces principaux centres de culture, ont l'habitude, entre autres mauvaises actions, d'inventer par désœuvrement, à seule fin de satisfaire leur lubie, de nouvelles formes de manifestation de leurs propriétés asnamoussiennes, ou, comme ils disent, de nouvelles modes, qu'ils propagent ensuite par toute la planète. Cette coutume asnamoussienne de créer de nouvelles modes existait déjà dans les anciennes civilisations, au temps de la civilisation tikliamouchienne. Elle portait le nom d'Adiat, et pendant la période babylonienne, celle de Haïdia. Haïdia ou mode consiste pour eux à inventer de nouveaux moyens de manifestation éthrique pour l'existence ordinaire, ainsi que divers procédés destinés à modifier et à dissimuler la réalité de leur présence. Adiat, Haïda ou mode jouent dans leurs existences éthriques ordinaires le même rôle que nos coutumes, mais ces dernières ont été établies pour alléger des conditions extérieures inévitables de la vie courante, indépendantes des êtres eux-mêmes, et pénètrent peu à peu toute notre existence ordinaire en tant qu'impérieux besoin de l'essence, tandis que ces coutumes actuelles, ou modes, ne sont que temporaires et ne servent qu'à satisfaire les insignifiants desseins subjectifs étroitement égoïstes de ces asnamous présents et futurs, devenus phénoménalement anormaux. Elles ne sont d'ailleurs ni plus ni moins que les résultats de la raison automatique, basée sur les conceptions toutes relatives, que leur imposent les conditions anormalement établies d'existence éthrique ordinaire. Or, il y a environ un demi-siècle dans cette ville de Paris, certains candidats asnamous imaginèrent, pour les êtres de sexe féminin de là-bas, de porter les cheveux courts, et ils firent grand tapage pour diffuser leur funeste invention grâce à des moyens et des procédés déjà solidement éprouvés chez eux. Cependant, comme les sentiments de moralité et de patriarcalité étaient encore très forts à cette époque chez les êtres de sexe féminin de la communauté de France,
ils n'adoptèrent pas cette pernicieuse invention et ce furent les êtres de sexe féminin des communautés portant les noms d'Angleterre et d'Amérique qui se mirent à se couper les cheveux. En se privant ainsi délibérément d'une partie d'elle-même, adaptée par la grande nature en vue d'un certain échange de substances cosmiques, les êtres féminins de ces deux communautés forcèrent la nature à réagir en suscitant des résultats correspondants qui ne manqueront pas à l'avenir de prendre certaines formes, analogues à celles qui ont surgi 2 fois déjà sur cette planète. La première fois dans le pays d'Iuneano, aujourd'hui Kafiristan, où apparurent ce qu'on nomme les Amazones, et la seconde fois dans la Grèce antique où fut fondée la religion de la poétesse Sappho. En attendant, dans ces deux communautés actuelles, la communauté d'Angleterre et celle d'Amérique, le saccage des cheveux des êtres féminins a engendré pour la première les suffragettes et pour la seconde ce qu'on appelle la Christian Science et les clubs théosophiques. En outre, lorsque cette mode asnamousienne des cheveux courts se fut répandue partout, on observa, comme me l'apprit un hétérogramme qui me fut adressé, une recrudescence proportionnelle de ce qu'on appelle les maladies féminines, soit diverses formes d'inflammation des organes sexuels, tels que vaginite, métrite, ovarite, ainsi que des fibromes et du cancer. Ainsi donc, mon enfant, cette mode de couper les cheveux des êtres de sexe féminin, inventée à Paris par des êtres aux propriétés asnamousiennes, n'avait tout d'abord rencontré aucun succès en France. Cependant, comme leur capitale était devenue le lieu de ralliement d'êtres de tout pays doués de ces mêmes propriétés, ceux-ci, qui persistaient à propager cette funeste invention, arrivèrent à leur fin, et les êtres de sexe féminin de France se mirent à leur tour à se couper les cheveux. Pour finir, on les coupe là-bas, aujourd'hui, à qui mieux mieux. Dans l'hétérogramme en question, on me signalait encore que chez les coiffeurs parisiens, les femmes faisaient queue pour prendre rendez-vous, tout comme on le faisait récemment encore dans la communauté de Russie, si l'on voulait s'inscrire pour la distribution de farine américaine. Et cette tendance contagieuse à se faire couper les cheveux avait déjà donné lieu à des procès contre les coiffeurs et les pères, maris et frères de ces brebis tondues, ainsi qu'à de nombreux divorces, comme ils disent. Il est intéressant de noter que les juges, comme on me le communiquait dans cet hétérogramme, donnaient chaque fois raison aux coiffeurs, se basant sur le fait que les êtres de sexe féminin qui s'étaient adressés à ces derniers, ayant déjà plus de 16 ans accomplis, devaient être considérés, de par les lois existantes, comme majeurs, ce qui leur donnait le droit de faire ce que bon leur semblait. Bien entendu, si ces juges français, et en général les juges de toute la planète, savaient qu'il existe dans l'univers une loi bien définie, s'appliquant sans exception à toutes les vies servant aux grands trogo-auto-égocrates pour la transformation des substances cosmiques, ils auraient sans aucun doute une opinion complètement différente à l'égard de la conception qu'ils nomment majorité. En effet, conformément à cette loi cosmique définie, tous les individus tels que les êtres de sexe féminin Keshamartniens sont, pendant la transformation des substances cosmiques, les sources des éléments actifs qui, dans les formations cosmiques ultérieures, serviront, par leur fusion, au processus de la très grande loi sacrée de Triamazikamno, en qualité de seconde force sainte. Autrement dit, ces êtres représenteront toujours le principe négatif ou passif. Or, selon la loi cosmique dont je suis en train de parler, ces sources, destinées à la transformation des éléments actifs, servant de principe passif, ne sont jamais libres d'avoir des manifestations indépendantes, quelles qu'elles soient. Seules peuvent jouir de cette indépendance les sources destinées à la transformation des éléments actifs qui doivent servir de sainte affirmation ou de principe actif au Triamazikamno sacré. Aussi, les sources qui servent de principe passif ne peuvent-elles pas être responsables de leur manifestation. Autrement dit, elles ne peuvent pas être majeures. À propos de ces êtres français, je dois encore te dire, pour les caractériser pleinement, que les êtres de la classe dirigeante de cette communauté ont encore inventé, pour tranquilliser les esprits des êtres ordinaires, un excellent moyen analogue à celui dont se servaient les détenteurs de pouvoir de la grande communauté de Russie, en encourageant l'usage de la fameuse vodka, et à celui dont se servent actuellement les détenteurs de pouvoir de la communauté d'Angleterre, avec leur non moins fameux sport. Cependant, il faut reconnaître que si les détenteurs de pouvoir de la communauté de France appliquent eux aussi à des fins égoïstes et avec plein succès cet excellent moyen, celui-ci, soit dit sans reproche pour les détenteurs de pouvoir des communautés d'Angleterre et de Russie,
ne fait pour ainsi dire aucun tort au corps planétaire des êtres ordinaires. Bien mieux, ils apportent ainsi, sans le vouloir, aux êtres ordinaires de leur communauté, un certain avantage, en les distrayant et en les libérant momentanément de l'obsession pernicieuse de la mode, inventée, comme je te l'ai déjà dit, par des asnamous présents et futurs, venus de divers pays dans leur capitale, et à laquelle les êtres ordinaires de cette France sont aujourd'hui peut-être plus asservis encore que les autres. Cet excellent moyen porte chez eux le nom de foire. Actuellement, ces foires s'organisent à tour de rôle sur les grandes places de chaque ville et de chaque village, sur les lieux mêmes où, soit dit en passant, les êtres tricérébraux de là-bas avaient encore, il y a quelques 2 siècles, l'habitude de se réunir pour discuter de thèmes religieux et moraux. Disons-le en toute justice, mon enfant, ces foires françaises sont vraiment des endroits très amusants. Il faut bien l'avouer, je prenais moi-même plaisir à y passer 1 heure ou 2 sans penser à rien. À ces foires françaises, tout est bon marché, tout est fameux. Par exemple, pour une pièce de 50 centimes, chacun peut tourner jusqu'à complet abrutissement sur divers cochons, caméléons, baleines, etc., ainsi que sur de nouvelles inventions américaines et non américaines, spécialement conçues pour abrutir. Et si les êtres reviennent trop vite à eux après ces jeux abrutissants, ils peuvent alors, pour quelques centimes de plus, s'offrir quelque chose de savoureux préparé sur place la plupart du temps. Il est vrai qu'après ces friandises, ces êtres se sentent parfois l'estomac en capilotade, mais qu'est-ce là en comparaison du plaisir qu'ils y trouvent? Et au cas où l'un des êtres de là-bas voudrait tenter sa chance, comme ils disent, il peut sur le champ, pour une autre pièce de 50 centimes, satisfaire son désir et tenter sa chance de toutes les manières, qu'il soit joueur ou sportif, car ces fameuses foires françaises offrent toutes les sortes d'attractions existant sur la Terre, y compris les jeux de hasard depuis la roulette de Monte-Carlo jusqu'au poker d'as de Tsopot.